Le journal de la Méditerranée, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Embarquons ensemble sur les rives de la Méditerranée. Nous rejoindrons le Liban qui compte aujourd'hui la plus forte densité de réfugiés par habitant. Alors, comment ces migrants vivent-ils leur exil ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans un instant. Nous regagnerons ensuite la Turquie qui doit également faire face à des arrivées massives de réfugiés. Et des élections sont par ailleurs organisées prochainement dans un contexte tendu après les attentats d'Ankara. Alors, quel est l'état d'esprit des Turcs ? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité. Deniz Ünal est économiste et spécialiste de la Turquie. Nous reviendrons ensuite sur l'inauguration du mémorial de Rivesaltes. L'occasion de rencontrer Bernard Gouta, fils de harki. Il a grandi dans ces camps avant de devenir une figure du rugby français. Un beau témoignage, vous verrez. Mais avant de développer ces titres, revenons sur une image impressionnante. Vous allez le voir, des milliers de réfugiés en route vers l'Allemagne. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak et d'Iran. Et ils traversent ici la Slovénie, un petit pays de 2 millions d'habitants, totalement débordé par cet afflux d'hommes, de femmes et d'enfants, parfois frigorifiés. Et les autorités ont fait appel à une aide européenne et menacent à leur tour de fermer les frontières. La Slovénie est en fait devenue le principal pays d'entrée de migrants en Europe centrale depuis que la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie. Pour tenter de freiner l'arrivée des réfugiés, bien l'Europe vient de mettre en place un nouvel outil, les centres d'accueil et d'enregistrement où les candidats à l'exil ne seront pas tous acceptés. Un premier hotspot, c'est son nom, vient d'ouvrir sur la petite île grecque de Lesbos où débarque un canot de réfugiés toutes les 10 minutes. Huguette, Salah Agrabi, reportage. À 10 km à peine, les côtes turques. 2 heures de traversée, mais un voyage parfois mortel pour les passagers de ces canots pneumatiques surchargés. Transi de froid, ces migrants, une soixantaine d'Afghans dont des femmes et des enfants viennent de débarquer sur une plage de l'île grecque de Lesbos. Le début d'une longue route. Je ne sais pas dans quel pays je vais aller. En tout cas, un endroit où on ne me fait pas de mal, où je ne cours aucun danger. À peine le temps de se changer, le petit groupe s'ébranle, 60 km de route. Ils doivent rallier au plus vite le centre d'enregistrement. Un entonnoir où patientent 2 à 3 000 réfugiés. Jusqu'ici, les Grecs se contentaient de leur délivrer un laissez-passer leur permettant de traverser l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. On vérifie d'abord les papiers. Celui-là, il est faux. Jean-François est un policier français. Détaché auprès de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, il traque les faux documents. La nationalité syrienne, la seule qui permet d'obtenir l'asile politique à coup sûr, est la plus convoitée. C'est juste la page qui a été changée. Ils ont démonté le passeport, ils ont mis juste la page d'identité. Et ça varie, ça peut aller jusqu'à 500 $, 1000 $, ça dépend du réseau. À ses côtés, un traducteur arabe. Il tente de débusquer le fraudeur par des tests. Qui sont ces personnes ? Je lui ai montré la femme du président Assad, puis une autre personnalité populaire en Syrie. Et à la fin, je lui ai demandé quel était le billet syrien parmi cette liste, et il m'a donné les bonnes réponses. L'Europe vient aussi de livrer à la Grèce ses scanners d'empreintes digitales. Une fois entrés en machine, impossible de tricher. Ces jeunes mariés syriens ont le sourire. Ils peuvent maintenant aller là où ils le souhaitent. Ce jour-là, des responsables politiques européens viennent se féliciter de la mise en place d'un centre de contrôle efficace, le premier en Grèce. Il y a des étudiants syriens ici ? Et l'idée, faire le tri entre les migrants qui fuient la guerre et ceux que l'Europe veut expulser. Mais comment ? Ce sont les Grecs qui vont les expulser ? Je suis un homme positif, et je veux aider ceux qui sont des Syriens et qui ont besoin de notre protection. Voilà. Autour de moi, des centaines de migrants qui attendent leur bon de sortie. Mais que faire de ceux qui n'auront pas le droit de poursuivre leur voyage, en d'autres termes des migrants économiques? Les renvoyer? Comment? Par qui? Par quels moyens? Autant de questions que l'Europe n'a toujours pas résolues. Et pour les réfugiés qui sont parvenus à traverser les frontières et à rejoindre la France, certains sont à Calais, espérant pour la plupart rejoindre la Grande-Bretagne. Tous vivent dans des conditions effroyables. Dans ce contexte, des cinéastes, des écrivains, des philosophes, des chercheurs, des intellectuels se sont mobilisés pour alerter l'opinion publique sur le sort réservé à ces migrants en lançant l'appel de Calais. Et 800 signatures ont été rassemblées. Plusieurs centaines de migrants à Calais, mais que dire du Liban? Ce petit pays frontalier de la Syrie compte aujourd'hui la plus forte densité de réfugiés par habitant. Les migrants représentent désormais 25% de sa population. Nora Boubetra, Jean-Jacques Buty sur place.
Ils ont recommencé leur vie à côté du lit d'une rivière remplie de détritus. Ces familles ont quitté une ville en ruine, Homs, et survivent aujourd'hui dans ce décor de misère. Mais au moins ici, on ne leur demandera pas de loyer. C'est l'aire de jeu de nos enfants. C'est étroit ici, alors ils jouent là-bas. L'été, ça va encore, mais l'hiver, l'eau monte jusque chez nous. Où voulez-vous qu'on aille? 235 personnes vivent dans ces abris précaires. Les conditions sont difficiles, mais l'hygiène reste une priorité. Nour nous emmène chez elle. On vit ici, à 8, avec mon mari et mes enfants. On dort tous ici, et quand il pleut, l'eau passe à travers le toit. Quant à cette pièce, elle nous sert à la fois de cuisine et de salle de bain. Pour l'électricité, chacun paie un groupe électrogène. Quant à l'eau, elle provient de citernes fournies par des humanitaires qui apportent également du bois. Depuis leur arrivée il y a 3 ans, la situation s'est dégradée. L'aide humanitaire des Nations Unies a été réduite de moitié, passant à 12 € par mois et par personne, et elle est attribuée sous certaines conditions. Pour recevoir ces aides, ils doivent maintenant s'engager à ne pas travailler au Liban. Financièrement, c'est difficile. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans l'agriculture et la construction. Et aujourd'hui, la plupart de ces hommes ne font rien. Wafik, lui, habite en ville avec sa famille. Il est arrivé de Damas il y a 2 ans. Ses 2 frères ont été assassinés. Alors, il a fui pour éviter le même sort. Grâce à son salaire de maroquinier, il loue un 2 pièces à un propriétaire qui, comme souvent, a doublé le prix du loyer. Je gagne 350 € par mois. Je paye 250 € pour le loyer et près de 100 € pour l'eau et l'électricité. Et puis il y a les dépenses pour les enfants et la santé qui coûtent très cher ici au Liban. Je n'y arrive pas. Wafik pensait rester au Liban, mais il n'imagine pas d'avenir pour ses enfants. Et comme ceux qu'il voit sur le long chemin de l'exil, il souhaite à son tour rejoindre l'Europe, même si pour cela il faudra s'endetter. Je vois bien que c'est difficile pour eux. Ils vont souffrir pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, même un an. Mais par contre, après cette épreuve, il y a un avenir pour eux et leurs enfants. Ici au Liban, les horizons sont complètement bouchés. Wafik reçoit souvent la visite de Tarek, un humanitaire qui l'aide au quotidien et tente de le convaincre de rester au Liban. Mais difficile, dit-il, de retenir les candidats pour l'Europe sans un plus grand soutien financier de la communauté internationale. Et ces derniers jours, plusieurs dirigeants européens sont venus à Beyrouth pour aider le pays à subvenir aux besoins de la population syrienne et éviter qu'elle soit tentée de rejoindre l'Europe. À quelques centaines de kilomètres de là, en Israël, la tension est palpable. La série des attaques au couteau menées par des Palestiniens isolés contre des Israéliens s'est poursuivie cette semaine. Une situation qui crée une véritable psychose à Jérusalem. Certains Israéliens prennent désormais des cours d'autodéfense, d'autres se montrent prudents au quotidien. Jérusalem, une ville sous tension, c'est un reportage de Franck Genozo. Lorsqu'il attend son bus, ce père de famille franco-israélien est un homme aux aguets. Moi, je pense que les endroits les plus sécurisés, on va dire, seraient au niveau du coin, là, ici. Qu'on puisse voir ce qui se passe et en même temps se protéger au cas où il y a un mouvement suspect qui se produit. Une fois monté à bord, il y choisit scrupuleusement sa place. Je pense qu'ils préféreront se mettre au niveau des issues pour pouvoir partir le plus vite possible. Moi, personnellement, je préfère me mettre au fond pour essayer d'avoir une vue sur ce qui se passe. Pas de paranoïa, dit-il, mais une vigilance de tous les instants, car exactement à cet endroit, scène de panique dans les rues de la ville. Des cris et des passants terrifiés qui s'enfuient. Une attaque au couteau vient de se dérouler à l'heure de pointe devant la gare routière de Jérusalem. C'est horrible, il vient de se passer quelque chose. L'agresseur gît dans une mare de sang abattue par les forces spéciales. Il a eu le temps de faire une victime, une femme qui s'est réfugiée dans ce bus légèrement blessée. Autour de nous, ceux qui ont vu la scène sont bouleversés. Certains semblent même absents, comme cette femme. Les secours sont là pour les premiers conseils. Ne vous inquiétez pas, la sécurité est arrivée. Ils vont prendre soin de vous. Une scène devenue quasi quotidienne en Israël. Alors, pour se protéger, les habitants s'inscrivent par milliers à des cours d'autodéfense. À Tel Aviv, Fabrice Fourmand, ancien champion de karaté, organise des cours gratuits en français. Alors, quoi que vous touchez ici, c'est jackpot. Donc c'est évidemment la chose à protéger immédiatement.
Donc ça doit être un automatisme. À peine il se passe quelque chose, pac, les épaules viennent protéger ici. 2 heures de cours, quelques repères en cas d'attaque. C'est totalement une question de survie pour avoir au moins 2 mécanismes, automatismes, comme une boîte à outils. Et puis, le reste, ça dépend pas tellement de nous, mais on a une base. Pas forcément de quoi sauver des vies, disent-ils, mais l'impression d'éviter ainsi de sombrer dans la psychose. Alors ces attaques s'inscrivent dans une vague de violence qui a réveillé le spectre d'une nouvelle intifada. Nous vous en parlions ici même la semaine dernière. Et c'est dans ce contexte général de grande tension dans la région que nous avons voulu porter notre regard sur la Turquie. Les Turcs sont appelés aux urnes pour des élections législatives le 1er novembre, un mois après un double attentat suicide qui a fait 102 morts à Ankara. Cette semaine, Angela Merkel a lié la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne à son aide dans la gestion de l'accueil des réfugiés. Nous avons donc voulu faire le point, analyser, comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Pour en parler, notre invité est Deniz Ünal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de la Turquie. Une première question avant de revenir plus en détail sur tous ces points. Quelle est l'importance des élections législatives prévues dans quelques jours ? Le but avec ces élections, c'est de trouver une majorité pour pouvoir gouverner le pays, puisque dans les élections précédentes qui ne remontent qu'à seulement 7 juin 2015, on n'a pas pu avoir de majorité qui pouvait gouverner le pays avec des coalitions. Donc les Turcs attendent beaucoup de ces élections ? En vérité, non. On est dans un climat assez pessimiste en Turquie. Et il se trouve que les sondages montrent que les citoyens vont encore conserver leur vote de la même manière qu'aux élections de 7 juin. C'est-à-dire AKP ne va pas avoir plus de députés qu'il souhaitait pour pouvoir avoir une majorité de façon à pouvoir changer de constitution et passer au régime présidentiel. On en reparle avec vous dans un instant, Deniz Ünal. Avant d'aller plus loin, revenons sur ces derniers mois qui peuvent marquer un tournant dans l'histoire du pays. Récit signé Sophie Granel, Marie-Christine Perrin. La Turquie, un pays au carrefour des continents et aujourd'hui plus que jamais au carrefour de l'histoire. Dans une semaine, le 1er novembre, les Turcs sont appelés à voter lors d'élections législatives anticipées. En France, où 700 000 ressortissants turcs sont recensés, le vote a débuté. Comme ici à Strasbourg, où des centaines de personnes ont attendu jusqu'à 5 heures devant le consulat pour pouvoir voter. Je suis venu faire mon devoir de mon citoyen pour voter. Donc j'ai voté, j'ai attendu un peu, c'est normal, parce que c'est pour mon pays. J'espère que mon pays ira mieux pour ce vote-là. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Après 13 ans d'un règne sans partage à la tête du pays, l'AKP, le parti du président Erdogan, a subi un revers lors du dernier scrutin en juin. Aujourd'hui, dans un contexte de crise migratoire majeure et alors que les combats ont repris dans la région du Kurdistan, ce vote revêt une importance capitale. Il s'inscrit dans un moment de l'histoire où les inquiétudes turques à l'égard de ce qui se passe en Syrie et de l'apparition peut-être d'un nouvel État sur ses frontières est doublée par la peur lors de ces prochaines élections du 1er novembre où le parti kurde confirmera sa présence et son entrée dans l'Assemblée. Si dans son propre pays, la suprématie de Recep Erdogan semble ébranlée, à l'international, en revanche, ce dernier a marqué des points. La position stratégique de la Turquie en fait un interlocuteur indispensable dans les règlements du conflit syrien, tant au niveau militaire qu'humanitaire. Une aide saluée la semaine dernière par Angela Merkel en visite à Istanbul. Concernant la guerre en Syrie, la lutte contre Daesh et la situation en Irak, nous apprécions le rôle très important que joue la Turquie, notamment dans l'accueil de plus de 2 millions de réfugiés. La chancelière allemande qui s'est engagée à relancer la candidature de la Turquie à l'adhésion européenne. Une promesse qui ne parviendra cependant pas à masquer les difficultés d'un pays en proie à l'instabilité politique et à la violence. Le double attentat qui a fait 102 morts lors d'une manifestation de l'opposition le 10 octobre dernier en est l'expression la plus extrême. Les partis de gauche ont immédiatement accusé le gouvernement d'avoir sciemment négligé la sécurité du rassemblement. Nous savons tous qui se cache derrière ces attaques. C'est l'AKP. Le parti au pouvoir veut nous entraîner dans une guerre civile dans son propre intérêt, pour rester au pouvoir. C'est ce parti qui met le feu aux poudres. Des accusations qui en disent long sur le contexte politique qui entoure les législatives de dimanche prochain.
Alors Denis Ünal, on vient de l'entendre à l'instant, ces élections revêtent une importance capitale dans un contexte particulier, avec notamment le sud-est à majorité kurde qui a replongé dans une guerre larvée, une ambiance tendue. Comment en est-on arrivé là ? Et c'est vraiment triste, l'histoire récente de la Turquie, parce qu'au départ, ce parti au pouvoir AKP a constitué une forme d'espoir pour beaucoup de Turcs qui avaient été dans des conditions difficiles. Qu'il s'agisse des gens qui habitent les provinces pauvres de l'Anatolie, ou bien qui travaillent dans des toutes petites structures, des entreprises pas productives, ou bien qui sont dans la périphérie urbaine, dans les grandes villes de la Turquie. Tous ces gens-là ont connu, grâce à AKP, qui est arrivé au pouvoir en 2002 seulement avec 35% de vote, une période de croissance inédite grâce à une institutionnalisation importante. Parce et tout a basculé. Pourquoi tout a basculé alors ? Pourquoi tout a basculé ? Il y a plusieurs raisons, mais puisqu'on en a parlé un peu avec l'arrivée de Mme Merkel en Turquie, donc je reviens à l'Union européenne avec l'idée de relance des discussions d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, je dirais que ça a basculé parce que la Turquie, même si elle a fait des grands progrès pour passer à un mode de gestion de pays avancés, ces structures juridiques institutionnelles sont encore faibles et avaient besoin de l'Europe. Or, pendant que la Turquie était ouverte à une intégration très forte dans l'Union européenne n'a pas aidé la Turquie à intégrer son acquis communautaire dans le domaine démocratique. Mais justement, depuis tant d'années, les Turcs sont-ils vraiment favorables à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne ? On a quand même l'impression que le sujet divise. Oui. Vous avez raison. Les Turcs étaient, ça a varié dans le temps, les Turcs étaient extrêmement favorables en 2002. Il y avait plus de 75% de Turcs qui trouvaient que c'était quelque chose de positif d'entrer dans l'Union européenne. Mais une fois que les négociations d'adhésion ont commencé, il y a eu un tel accueil défavorable, en particulier de la part de la France et de la part de l'Allemagne, que cet accueil est tombé à 40%. Moins de la moitié des Turcs voulaient adhérer dans l'Union européenne. Oui, et le sujet continue aujourd'hui vraiment de diviser. J'ai une dernière question. La Turquie a été frappée par un attentat sanglant, on en parlait, c'était début octobre. L'État islamique est en ligne de mire. Quelle est la position de la Turquie face à Daesh ? La position est très ambiguë. Aussi bien dans le premier attentat dont on n'a peut-être pas parlé, mais avant les premières élections, il y a eu un attentat très grave avec 30 morts, 30 jeunes qui ont été tués, qui voulaient aller à Kobane, dans la partie kurde, pour montrer leur solidarité. Et ensuite, donc, un deuxième attentat là, maintenant, 100 personnes. À chaque coup, le gouvernement n'a pas dit ses soupçons sur qui c'était basé. Effectivement, on a pu trouver finalement des kamikazes qui ont explosé. On sait que ce sont des djihadistes, des islamistes. Mais puisque l'État islamique n'a pas revendiqué cet attentat et le gouvernement a plutôt préféré accuser le PKK, les forces kurdes, on est dans une sorte d'ambiguïté. Est-ce qu'on peut dire, Denis Ünal, que la Turquie est aujourd'hui à un tournant de son histoire ? Forcément, on est dans un tournant de notre histoire. On est dans un chaos. Soit on va entrer de plus en plus dans le chaos, soit à la suite d'un autre processus démocratique, si jamais la Turquie arrive à toujours continuer à voter et dans des conditions suffisamment démocratiques, soit on va se sortir par les forces démocratiques. Mais on est dans un tournant de notre histoire. Denis Ünal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, et si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Nous allons maintenant nous tourner vers un lieu chargé d'histoire, le mémorial du camp de Rivesaltes, près de Perpignan, inauguré par Manuel Valls. Construit
en 1939 pour héberger les troupes coloniales, le site est devenu très rapidement le lieu d'enfermement de réfugiés espagnols, de juifs, de tziganes. À partir de 1945, des militaires allemands y ont été enfermés. Puis, en 1962, le site a servi de centre de transit et de reclassement pour environ 8000 harkis rapatriés d'Algérie après son accession à l'indépendance. Une histoire que connaît par cœur Bernard Gouta. Après avoir grandi dans le camp de Rivesaltes, ce fils de harki est devenu un rugbyman reconnu, entraîneur. Il a gardé des souvenirs très précis de cette époque, des souvenirs qui l'ont aidé à construire sa vie d'homme. Un témoignage, vous allez le voir, digne et émouvant. Les seules images qui me restent, c'est cette terre-là, cette terre rouge, aride, ces odeurs de thym et le bâtiment des toilettes communes où il fallait quitter les bâtiments et puis après, bon, comme dans un camp, quoi. Et, tu disais que c'était un camp fermé, quoi, qu'il fallait. Ah oui, il y avait un couvre-feu. Absolument. Il y avait carrément un couvre-feu. On avait un chef de camp, il s'appelait M. Rivière, qui est décédé d'ailleurs. Ouais. Et à 7h, il fallait que le portail soit fermé et que tout le monde soit à l'intérieur, il était fermé, que plus personne sortait. C'était couvre-feu, quoi. Je veux dire, c'était fini. C'était une prison, quoi. Ah, parce que tout le tour, c'était des barbelés. Tout le tour, on était enfermé de barbelés. C'était en janvier 2007. En compagnie de ses frères et sœurs, Bernard Gouta avait visité les vestiges du camp de Rivesaltes. Petit dernier d'une famille de 11 enfants, il a vécu ici jusqu'à l'âge de 4 ans. Voilà, tu les as ? 40 ans plus tard, Bernard Gouta est un manager de rugby professionnel reconnu, aujourd'hui à Colomiers. C'est bon, c'est bon. Bon, ce qui m'a surtout marqué, c'est surtout la souffrance et la détresse de mes parents. Ils souffraient en silence, on le sentait bien, pour le bien de leur famille. Donc, parce qu'ils étaient menacés. Ils étaient menacés par les chefs de camp. Ils étaient menacés que s'ils se plaignaient, ils retourneraient en Algérie se faire massacrer. Donc, ils ont vécu pendant 14 ans quand même au camp Geoffrin, donc de 62 à 76 à peu près. Allez, Chris, annonce. Moi, j'ai souffert indirectement à travers mes parents, quoi. Et voilà, quoi. On avait qu'un salaire. On était une famille composée de 11 enfants. On vivait dans 40 mètres carrés, voilà. Donc sous-alimenté avec un seul salaire. Et voilà, c'était pas évident. Il y a des fois on mangeait pas. Donc j'ai souvenir, j'ai pas honte de le dire, que mes frères allaient dans les décharges, voilà, chercher des rations militaires, des restes de rations militaires pour pouvoir manger, quoi. Donc et voilà, et quand on parle de terre d'accueil, voilà, c'est compliqué de le comprendre maintenant. Un mal-être que le journaliste Vincent Couture a restitué dans un livre consacré à Bernard Gouta qui fait le parallèle entre sa vie d'homme et de sportif. Ce ne sont pas en premier les politologues ou les sociologues qui se sont penchés sur la question harki, mais les médecins et les psychiatres. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient complètement atterrés par les ravages de la dépression, de l'alcool, des suicides. Et malheureusement, pour Bernard Gouta, il est une fratrie de 9 frères et sœurs, et un de ses frères s'est suicidé. Ce qui prouve bien que dans une même famille, les destins ont pu être totalement différents. Et ce qui a sauvé Bernard Gouta, c'est le rugby, tout simplement, et l'USAP. Bernard Gouta, joueur puis capitaine, s'est en effet construit dans l'effort, le travail et sur le tard. Je suis arrivé, j'étais renfermé, j'étais timide, voilà, et je disais, j'acceptais tout jusqu'au jour où en tant qu'homme j'ai dit non, voilà. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus été le même, ni sur un terrain, ni dans la vie. Donc voilà, ça m'a libéré de l'histoire de mes parents et de ce que mes parents ont vécu en disant non, voilà. Et c'est ce que mes parents auraient dû faire. À un moment donné, ils auraient dû dire non, ça ne nous convient pas, ça ne nous va pas. Maintenant, il faut changer ça. Libéré, Gouta, devenu entraîneur, va tout donner jusqu'à mener son club de cœur à un titre de champion de France attendu en Catalogne depuis 54 ans. Je crois qu'il a ressenti très très intensément ce titre sportif et cette reconnaissance implicite de sa communauté. Ce qui l'a frappé ensuite, ce sont tous les gens qui lui disaient merci. Et c'était un merci pour lui, c'était un merci pour l'USAP. Et c'était quelque part un merci à sa communauté aussi, qui l'a toujours défendu. Fils de harki, devenu un emblème de la Catalogne, Bernard Gouta est malheureusement un cas trop rare de réussite au sein d'une communauté
jamais totalement reconnu par la France. Avant de se quitter, je vous emmène à Montpellier. Allez, suivez-moi. La ville accueille jusqu'au 31 octobre la 35e édition du Cinémed, le Festival international du cinéma méditerranéen. Ce rendez-vous cinématographique met à l'honneur les films en lien avec la Méditerranée, à l'image d'Argentina qui sortira en salle le 30 décembre prochain. Un film signé Carlos Saura, l'un des cinéastes espagnols les plus influents et reconnus sur le plan international. Très belle semaine à tous.